et justement proposer quelques notes de la vie de Paulo Freire, de la pédagogie développée pour Paulo Freire et aussi des travaux développés par l'Institut Paulo Freire. À partir de ce contexte, je vais apporter quelques idées que nous avons élaborées à partir d'expériences réalisées par différentes universités qui ont été inspirées aux pensées, à la théorie, à la proposition de Paulo Freire. Et à partir de l'analyse de ces expériences, nous porterons ici tout en résumé, une idée plus résumée, des caractéristiques de ces activités de l'université dans l'éducation populaire. J'ai cherché de représenter ces propositions à travers un mot que j'ai inventé, qui est la conversité. Paulo Freire est né à Recife en 1921. Il est décédé à São Paulo en 1997. Initialement, il est diplômé en droit, mais il a laissé la carrière juridique pour se consacrer à l'enseignement entre 1941 et 1947. En 1959, il a obtenu le titre de docteur en philosophie et histoire de l'éducation. En 1961, il a commencé à travailler en tant que professeur à l'Université du Recife. Il a assumé les premières activités de directeur du département d'extension culturelle jusqu'en 1964. C'est dans ce travail qu'il a développé les premières expériences d'alphabétisation d'adultes dans une perspective populaire. Paulo Freire est devenu connu au Brésil grâce à son expérience d'alphabétisation d'adultes et le gouvernement de João Goulart en 1963 l'a invité à coordonner la Commission nationale de culture populaire. Le coup militaire de 1964 lui apporte un exil forcé de 15 ans. Paulo Freire a immigré en Bolivie et tout ensuite au Chili. Dans ce pays, il a travaillé pendant 5 ans comme consultant dans les domaines du mouvement de la réforme agraire. En 1969, il a passé 6 mois à l'université de Harvard. Dans la même année, Paulo Freire est parti à Genève, où il est resté jusqu'à 1979 comme consultant du Conseil mondial des Églises. Durant cette période, Paulo Freire a fait plusieurs activités comme consultant au gouvernement des pays africains, lesquels venaient d'avoir leur indépendance. Il est intervenu en plusieurs programmes d'éducation d'adultes. À partir de 1979, avec la nouvelle l'ouverture démocratique brésilienne, Paulo Freire a retourné au Brésil, où il vécut ses 18 dernières années. Il a travaillé en tant que professeur à l'Université de Campinas et à l'Université catholique de São Paulo. Pendant cette période, il a exercé une activité de secrétaire de l'éducation de la municipalité de São Paulo. L'influence de la pensée pédagogique de Paulo Freire atteint son sommet dans la décennie de 1970, après la visite à l'université de Harvard et la publication de l'édition en langue anglaise
de la pédagogie de l'opprimé. Les livres de la pédagogie de l'opprimé, c'est le livre le plus connu de Paulo Freire. Le manuscrit est de 1968, édité en 1970, il fut traduit en 17 langues. Mais cette œuvre est arrivée au Brésil seulement en 1974. La pensée de Paulo Freire a eu un effet dans les milieux politiques et éducationnels grâce à la critique et à la neutralité de l'éducation et de l'école. Paulo Freire argumentait que n'importe quel programme éducationnel qui ignore le racisme, le sexisme, l'exploitation des travailleurs constitue un instrument de maintien du status quo et d'assujettissement et d'aliénation des opprimés. L'éducation libératrice proposée par Freire permet de problématiser l'actuelle structure sociale profondément inégale et aide les éducateurs à réfléchir sur leur expérience historique. Cela dans le but d'être mobilisés pour collectivement réaliser des transformations sociales dans la perspective démocratique. La méthode d'alphabétisation créée par Paulo Freire se base dans un ensemble de stratégies pédagogiques dialogiques qui favorisent le développement de la conscience critique. L'interprétation et la compréhension profonde des problèmes sociaux grâce au dialogue collectif articulé avec la praxis sociale et politique. Les cercles de culture sont les activités éducationnelles en groupe dans lesquelles les éducateurs et apprentis développent des dialogues sur les problématiques de leurs conditions de vie, de ce contexte, et planifient des stratégies d'organisation collective pour résoudre les défis vécus. Cela à partir des représentations qui codifient les défis surmontés dans leur contexte social. Les thèmes générateurs sont les codifications d'expériences complexes avec un sens politique qui peuvent engendrer la discussion et de la réflexion critique. Ils surgissent à partir des histoires de vie des participants du processus éducationnel dialogique. Dans un programme d'alphabétisation, par exemple, les thèmes générateurs donnent origine à des mots générateurs, c'est-à-dire à des mots dont les syllabes peuvent être séparées et servir pour générer d'autres mots qui font du sens aux éducateurs. La pédagogie de Paulo Freire, qui marque que dès qu'on apprend à lire et à écrire les mots, les personnes apprennent aussi à lire et réécrire leur monde, c'est-à-dire à développer la compréhension critique de leur contexte et en même temps qu'ils développent des stratégies de coopération en déconstruisant les dispositifs d'oppression. Lorsqu'ils comprennent que les personnes s'éduquent en relation médiatisée par le monde, Paulo Freire formule une perspective épistémologique qui est dialogique et dialectique, c'est-à-dire qui permet de promouvoir l'interaction, de réciprocité entre différents sujets dans la compréhension et dans la transformation des contextes socioculturels et environnementaux qui les constituent. L'Institut Paulo Freire surgit en 1992 et
Pendant toute sa construction, Paulo Freire a accompagné toutes les activités de fondation et de développement du principe de l'Institut. Maintenant, l'Institut Paulo Freire se constitue d'un réseau international composé de membres distribués en 90 pays par tous les continents. Il agit avec la formation présentielle et à distance, les conseils spécialisés, la consultation de recherche, les publications. Il maintient la mémoire et réinvention du légat freirien et aussi travaille avec la promotion de nouvelles formes de gestion éducationnelle et d'usage des technologies d'information. Paulo Freire participe d'un réseau de mouvements sociaux, nationaux et internationaux, qui luttent pour la construction d'un autre monde possible. Ces actions sont orientées par les dimensions socio-environnementales et socio-culturelles, s'en servant de la méthodologie essentiellement dialogique, inclusive, respectueuse de la diversité, fondée dans la motivation de l'auto-organisation. L'Institut s'organise en différents champs d'action. Dans les premiers champs d'action, c'est l'éducation des adultes et promeut justement aussi les projets d'alphabétisation des adultes. Et dans ce sens-là, a produit beaucoup de projets et de matériaux didactiques. Dans les champs de l'éducation à la citoyenneté, l'Institut Paulo Freire travaille sur la gestion démocratique de l'école, la planification participative et dialogique, l'éducation environnementale et intertransculturelle. L'Institut Paulo Freire réalise aussi des événements et travaille surtout dans l'éducation enfantine et fondamentale et développe aussi un système d'évaluation qui est des institutions du point de vue socioculturel et des droits de l'homme. Dans le champ de l'éducation populaire, l'Institut développe des études et formations en collaboration avec les organisations populaires et les mouvements sociaux pour promouvoir la conscience critique et surpasser la réalité oppressive. Et dans cette direction, l'Institut offre des conseils spécialisés et des cours et des productions de matériel didactique. Cette perspective d'éducation populaire, développée par l'Institut et par Paulo Freire d'abord, et ses partenaires, a émergé, a surgi au Brésil à partir des actions éducatives fortement liées aux différents mouvements sociaux, concrètement à partir des années 1950. Et nous pouvons voir la grande diversité des mouvements populaires et qui travaillent avec l'éducation populaire, comme par exemple le mouvement de culture populaire, les centres populaires de culture, les mouvements de l'éducation de base, les mouvements de culture populaire, aussi les mouvements de base, surtout à partir de 1970, sont émergés surtout dans des associations d'habitants, dans les communautés ecclésiastiques de base, qui sont articulés avec des mouvements des ouvriers, des syndicats, les mouvements liés au quartier, à la consommation, à la question agraire. Et un troisième type, genre de mouvements, de nouveaux mouvements sociaux sont surgis d'une forme transversale aux luttes politico-économiques et s'y sont articulés autour de la reconnaissance de leur activité à caractère ethnique, tels que les mouvements des autochtones afro-brésiliens ou les mouvements
liées à la question des genres, comme les mouvements des femmes, des homosexuels, ou liées à les questions de génération, comme les mouvements des jeunes, des enfants de la rue, les mouvements de la troisième âge ou de l'âge d'or, des différences aussi physiques et mentales, comme les mouvements de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Nous avons compris que pour promouvoir la formation de la conscience critique entre les étudiants, l'université a besoin de s'articuler organiquement avec les mouvements sociaux. Les projets d'extension universitaire inspirés dans la perspective frérienne d'éducation populaire indiquent que les divers agents socioculturels en interaction, comme les mouvements sociaux, les institutions des conseils spécialisés et les mêmes universités, se constituent en tant que sujets de connaissances. Les mouvements sociaux ne sont pas seulement clients, consommateurs de connaissances produites par l'université, ils sont sujets producteurs de connaissances. Et cette production s'est faite à travers de la discussion, de la coopération autour des problèmes, des défis, des enjeux qu'ils ont dans sa pratique. Cela génère un impact social, surtout dans la formation de leadership et des groupes de conseil, dans le sens de rendre plus forte la cohésion et la démocratisation interne de ces mouvements, ainsi que l'articulation entre elles. Là, les expériences d'extension universitaire et éducation populaire, réalisées au Brésil surtout en 1980 et 1990, sont des expériences des frontières, c'est-à-dire des espaces de génération de nouveau, dont l'analyse peut nous offrir des indications intéressantes pour débattre autour de l'articulation entre institutions et les mouvements sociaux. Ces actions conjointes des universités et mouvements sociaux organisés permettent de reconnaître les agents sociaux comme des sujets de production de savoir, ainsi que de souligner la dimension dialectique, interculturelle et politique de la praxis académique scientifique. Et les différents groupes sociaux demandent la reconnaissance de leurs responsabilités en tant que sujets de culture et requiert le développement des processus et des dispositifs de médiation entre les différents sujets socioculturels. Ainsi, au fur et à mesure que l'institution d'enseignement et de recherche supérieure est défiée par la pluralité des sujets, des cultures, des sciences et leurs dimensions épistémologiques, on présente maintenant le défi de développer des épistémologies et des pratiques de conversité, c'est-à-dire des conversations entre ces sujets. Par ces néologismes, je cherche de mettre en lumière, dans la relation entre les mouvements sociaux, un projet institutionnel d'études avancées qui renforce les effets du dialogue, de la convivence, de la coexistence, cela dans une perspective complexe entre sujets socioculturels. Donc, la conversité ne s'agit pas de discussions sans engagement ni responsabilité. Plus précisément, il ne s'agit pas de se construire une narrative qui se consolide des options et visions du monde constituées dans une seule direction, l'idée d'une université. Il ne s'agit pas non plus de discussions dispersées et sans direction, à savoir, il ne s'agit pas de simplement reconnaître la diversité des options, des visions du monde qui constituent la réalité socioculturelle de nos jours, c'est-à-dire de reconnaître une pluriversité des mouvements. La conversité, c'est-à-dire
les savoirs conversitaires, s'y construire grâce à des dialogues et processus de coopération entre les sujets qui assument les défis fondamentaux de leur contexte et s'engagent avec action et stratégie de construction démocratique des solutions radicales et solidaires. Il s'agit donc de construire et potentialiser les dialogues et la cohabitation grâce à plusieurs dispositifs complexes, de susciter et de soutenir la relation d'apprentissage mutuel entre les différents sujets et entre leurs respectives cultures. C'est ça que nous considérons comme l'idée de la conversité, de la dialogicité effective entre différents mouvements sociaux, entre différents sujets entre les mêmes universitaires. Donc, comme conclusion, je pense qu'on pourrait mettre en lumière 5 thèmes générateurs d'une idée de production de savoir et de pratiques conversitaires. La première sont les mouvements sociaux. Comprendre les mouvements sociaux comme des sujets autonomes de production de savoir, du sens de la vie, et chercher les organisations sociales locaux disponibles à coopérer démocratiquement à la reconstruction du pays et des relations démocratiques, solidaires, critiques et créatives.